Imaginez un fleuve, mais pas juste une rivière, hein, un vrai géant liquide, sombre, puissant, qui traverse comme ça plus de 4 700 kilomètres au cœur de l'Afrique, le Congo. Hmm. Mais ce fleuve, il est immense et il transporte pas seulement de l'eau, du limon, des arbres. Non, il est aussi plein d'histoires, de murmures anciens, de légendes. Ah oui. Des légendes aussi denses que la brume du matin sur l'eau. Alors aujourd'hui, on va plonger là-dedans, dans cet univers narratif. On s'appuie sur une vidéo de la chaîne YouTube Rappel Serein qui s'appelle Les contes de la rivière Congo. D'accord. L'idée, c'est de découvrir ensemble ce que ces récits ils nous apprennent sur ce fleuve mythique et sur les liens très forts entre les peuples et ses rives. Bon, allons-y, explorons ça. C'est une excellente idée. Et avant même de parler des contes, je crois qu'il faut vraiment insister sur l'importance de la tradition orale là-bas. C'est pas juste du folklore pittoresque. Non, c'est clair. Ces histoires, ces légendes du Congo, elles structurent vraiment les sociétés. C'est pas du simple divertissement, pas du tout. Elles sont à la base de la culture, elles transmettent les savoirs, elles façonnent la vision du monde. La cosmogonie, comme on dit. Exactement. Et surtout, elles définissent ce rapport très intime, parfois plein de respect, parfois de crainte que les gens ont avec ce fleuve. Un fleuve omniprésent qui nourrit mais qui peut être aussi redoutable. C'est un héritage vivant, quoi. Tout à fait. Et la vidéo insiste là-dessus, sur cette idée d'un fleuve qui est habité, littéralement. Pour les riverains, chaque courbe, chaque rapide a son esprit, son histoire. Mhm. On parle d'esprits anciens, de présences invisibles sous l'eau. Et ces entités, elles sont vues comme les gardiennes de l'équilibre. Un équilibre fragile entre l'homme et la nature, la puissance du fleuve. C'est ça. Et c'est pas juste abstrait, hein, la vidéo rapporte des témoignages, des pêcheurs par exemple. Certains disent avoir vu, dans la brume du petit matin, des silhouettes étranges. Ah Ils oui. appellent ça les mamiwata, des sortes de sirènes locales. Et les descriptions sont assez poétiques, frappantes. Hmm. Une chevelure noire ébène, un regard qui brille comme les étoiles. Waouh. C'est là que ça devient vraiment intéressant, le mythe qui touche presque le réel. Oui, et ce qui est particulièrement intéressant ici, et la vidéo le montre bien, c'est comment ces figures mythologiques aquatiques, elles perdurent, elles s'adaptent. Ces esprits gardiens, par exemple. Ils sont pas juste des personnages, en fait. Ils incarnent une sorte de conscience écologique ancienne, tu vois. Un rappel que le fleuve va s'éveiller. Oui, c'est limite. Voilà. Il personnifie les forces invisibles de la nature, sa générosité, mais aussi sa colère, faut pas l'oublier. Il faut apprendre à respecter ça. Et Mamiwata, Alors, mamiwata. la source le dit bien, c'est une figure très complexe. Et on la retrouve ailleurs aussi d'ailleurs. Dans les récits du Congo, elle a souvent ce double visage. C'est-à-dire? Ben, elle est la promesse de richesse, de beauté. On dit qu'elle apporte la fortune. Mais en même temps, elle symbolise le danger mortel de l'eau. Les courants traîtres, les noyades. Ah oui, la beauté dangereuse du fleuve en quelque sorte. C'est exactement ça. L'incarnation parfaite de cette dualité fleuve, source de vie et abîme potentiel. C'est pas une simple superstition, c'est une façon de conceptualiser la puissance ambivalente du fleuve. Et ce n'est pas tout. D'après la vidéo, les anciens y racontent pas seulement des histoires d'esprits isolés. Non, non, ils parlent de mondes parallèles entiers, cachés sous mes eaux troubles. Ah, carrément? Des mondes parallèles! Oui. Des légendes tenaces qui décrivent des batailles épiques entre des royaumes aquatiques, des cités invisibles dans les profondeurs. Incroyable. Et dans cet imaginaire, les animaux du fleuve ont des rôles. Certains poissons sont des messagers super rapides, insaisissables. Et les crocodiles? J'imagine. Des guerriers. Exactement. Des guerriers redoutables qui protègent ces royaumes sous l'eau. C'est tout un univers complexe, hiérarchisé, qui existe sous la surface, un reflet inversé du monde terrestre en quelque sorte. Et ça soulève une question importante sur la symbolique de ces royaumes sous-marins, telle qu'elle apparaît dans les récits. Qu'est-ce que ça représente au fond? Bonne question. On peut y voir une métaphore de la puissance cachée du fleuve, de ses secrets. Ces cités invisibles, ça pourrait aussi symboliser la profondeur de la mémoire collective, toutes ces histoires accumulées. Que seul le fleuve garde? Peut-être, oui. C'est une façon très imagée de parler du mystère de l'écosystème, mais aussi peut-être des structures sociales, des conflits humains projetés dans ce monde aquatique. La source suggère que ces mythes donnent une forme à l'inconnu, quoi. Et ça, c'est vraiment un point clé de la source au rappel serein. Ces histoires ne sont pas juste des mythes pour rêver. Elles ont une fonction très pratique. Ah oui, clair.
Oui, une utilité concrète. La vidéo dit que le conte, là-bas, c'est comme une école de vie. Une école de vie, c'est bien dit. C'est par ces récits répétés de génération en génération que les connaissances vitales sont transmises pour survivre au bord du Congo, quoi. C'est un mécanisme pédagogique hyper puissant et surtout adapté à une culture orale. Comment tu transmets des savoirs complexes sur la navigation, la météo, les dangers, sans livre, sans carte? Ben oui. Par l'histoire. Le récit, ça rend l'info mémorable, vivante, ça l'ancre dans la culture, dans l'émotion. Une règle abstraite, ça marque moins qu'une histoire avec un esprit qui punit l'imprudence, tu vois. Façon imagée à repérer le courant mangeur d'hommes. Ça fait froid dans le dos. Oui, ce tourbillon qui a l'air de rien, mais qui peut te retourner une pirogue. Ils apprennent aux enfants à lire les signes du ciel, la couleur de l'eau, le comportement des oiseaux, pour prévoir une crue, un orage. Des compétences vitales. Et aussi, et ça c'est crucial, le respect dû au maître des eaux. Et ce respect, il n'est pas juste spirituel, ça se traduit en actions concrètes. Comme quoi, par exemple? Ne pas pêcher dans certaines zones sacrées, qui sont souvent des zones de reproduction du poisson d'ailleurs. Ne pas salir l'eau pour rien. Être prudent, humble face au fleuve. Donc ces histoires, ce sont de vrais manuels de survie et de gestion de l'environnement en fait. C'est une sagesse écologique encodée dans le récit. Tout à fait. Et au-delà de ça, il y a la dimension sociale, culturelle, Oui, qui est fondamentale aussi. Il faut imaginer la scène, hein. La fin de journée, la lumière qui baisse sur le fleuve, les gens qui se retrouvent, souvent autour d'un feu. le moment du conte. Voilà, c'est là que les voix s'élèvent, que les conteurs parlent. Et le fleuve, il est plus juste un décor, il devient un personnage central, le théâtre des destins. Oui, un théâtre vivant. On raconte les exploits des ancêtres, les histoires d'amour, parfois tragiques, entre humains, les créatures de l'eau, les pactes avec les esprits. Des pactes, parfois trahis, j'imagine. Oui, avec des conséquences terribles pour la communauté. Ce sont des récits de courage, de ruse, de respect, mais aussi de transgression. On sent l'émotion, même dans la vidéo. Et si on relie ceci à une perspective plus large, on voit bien comment ces moments de narration, ensemble, ça soude la communauté. Ah oui, clairement. Ces contes, ils appartiennent à tout le monde, c'est le patrimoine commun. Les partager, ça renforce les liens, ça réaffirme les valeurs, ça construit une identité collective liée au fleuve. Hmm. Et ce qui est fascinant, c'est que ça voyage, ces histoires. Elles suivent le fleuve, passent de village en village, changent un peu parfois, mais elles créent un lien culturel entre des groupes différents qui partagent le même espace. C'est la mémoire collective qui se transmet. Exactement. L'histoire non écrite des peuples du fleuve, leurs croyances, leurs peurs, leurs espoirs. Le conte, c'est vraiment le véhicule de la continuité culturelle et de la cohésion sociale. C'est essentiel. C'est vraiment ça qui ressort. Cette idée que le fleuve Congo, c'est tellement plus qu'une simple voie d'eau. Ces contes, ils nous montrent ces mondes invisibles qui se mêlent aux nôtres. Oui, Il dessine une autre carte du fleuve, une carte symbolique, avec ses lieux de pouvoir, ses dangers spirituels, ses règles non écrites. Il y a une vraie poésie là-dedans, une autre façon d'habiter le paysage. tout à fait. D'ailleurs, Rappel Serein termine avec une phrase qui marque « Le fleuve Congo ne se traverse pas seulement en pirogue. Il faut aussi y naviguer avec l'âme, les mots et le silence. » C'est beau. Mais qu'est-ce que ça signifie, au fond ? Je pense que ça signifie que cette tradition orale vivante, elle cultive une vision du monde où le matériel et l'immatériel sont pas séparés, tu vois? D'accord. C'est une vision où la nature n'est pas juste un décor ou des ressources à prendre, mais un réseau d'intelligence, d'esprit, de force, avec lesquels il faut composer, dialoguer. Le monde est enchanté, en quelque sorte. C'est ça, au sens propre. Plein de signes, de sens cachés. Le visible, c'est qu'une partie de la réalité. Et cette transmission orale, par sa fluidité, son côté communautaire, elle est parfaite pour garder vivante cette relation profonde, presque spirituelle au fleuve. Elle préserve une richesse que l'écrit capterait peut-être moins bien, n'est-ce pas ? Probablement. Une richesse de savoirs écologiques, sociaux, symboliques, une sensibilité au monde. C'est un patrimoine immatériel hyper précieux, pas seulement pour eux, mais pour nous aussi, pour réfléchir à nos propres liens avec l'environnement. Naviguer avec l'âme, les mots et le silence. Ouais, ça résume bien la profondeur de tout ça. Et ça ouvre une dernière question, je crois, une réflexion qui nous dépasse un peu. Hmm. En écoutant ces histoires du Congo, on se demande combien de paysages autour de nous, même ceux qu'on pense connaître par cœur, sont aussi tissés d'histoires qu'on n'entend plus, dont les murmures se sont tus.
ou qu'on a juste oublié comment écouter? C'est une très bonne question. Quel monde invisible, quelle mémoire oubliée se cache juste là, sous la surface de nos villes, de nos campagnes, de nos propres rivières? On peut laisser ça en suspens.